Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Malgré l'opacité et l'hermétisme dans lequel se prennent les décisions politiques en Algérie, les Algériens ont tous bien compris qu'il se passe quelque chose au sommet du système en ce moment. Que pour la première fois se pose d'une façon qui peut gravement dégénérer la désignation du prochain candidat au présidentiel de 2019, c'est-à-dire demain. Au point où même le consensus qui semblait se dessiner à un certain moment pour désigner l'actuel président à un 5e mandat semblait être devenu un point de désaccord entre les principaux décideurs. Au point où il menace de faire éclater cette entente cordiale qui avait prévalu jusqu'à aujourd'hui. Cette candidature d'un homme dont tout le monde sait qu'il n'est qu'un faire-valoir pour les vrais dirigeants du système, semble ne plus convenir, du moins pour certaines parties. Et des questions se posent. D'abord, pourquoi cet acharnement d'une partie de ce régime à vouloir désigner l'actuel président à sa propre succession, sachant qu'il ne fait plus illusion que tous les Algériens et même le monde entier savent qu'il ne décide de rien, que son état de santé mentale et physique est totalement incompatible avec l'exercice de telles charges. Pourquoi les mêmes décideurs ne désignent-ils pas l'un des leurs qui soit plus présentable, serait-ce que pour donner l'échange, qui puisse être une façade un peu plausible? Est-ce parce que Saïd Bouteflika, le frère du président et qui gouverne à sa place et en son nom, n'a pas été adoubé pour cela, ou parce que lui-même ne se décide pas à aller au charbon? Pourquoi ne parviennent-ils pas à se mettre d'accord sur un autre candidat parmi eux, ou qui serait puisé dans leur vivier de candidats jetables? Est-ce parce que personne en dehors de Chekib Khalil ne peut donner suffisamment de garanties pour le maintien de Saïd Bouteflika dans le premier cercle? Or, ne voilà-t-il pas que malgré l'état de santé de l'actuel président, ne voilà-t-il pas que les plus proches de la fratrie Bouteflika passent simultanément à l'offensive, de façon vraisemblablement concertée? Un oligarque de la richissime fratrie Koulinef, parmi les proches de la fratrie Bouteflika, aurait proposé, selon le journal en ligne Al Jazeera, de faire une levée de fonds de 30 milliards de centimes pour financer la campagne électorale du président Bouteflika et lancer pour cela une chaîne de télévision. L'autre sortie, et non des moindres, tonitruante au possible, à peine croyable, est celle de Baha'eddine Tliba, un des décideurs du FLN et surtout richissime oligarque, lui aussi très proche du clan, a envoyé via sa page Facebook des messages tellement excessifs en faveur de la reconduction de Bouteflika qu'ils ont provoqué une véritable indignation sur les réseaux sociaux. Parmi ces messages déclinés sur le mode démagogue au possible, il considère le rempilage de l'actuel président comme un des 5 piliers de l'islam. Rien que ça. Jamais 4 sans 5, a-t-il dit. La Rabi'a bidoun khamissa. Comparant le 5e mandat du président au 5e pilier de l'islam. C'est dire que le train des présidentielles s'est déjà ébranlé. Saïd Bouteflika veut-il forcer la main aux autres décideurs? On ne sait pas. Aujourd'hui. Observe Algérie. Le milliardaire qui veut financer le 5e mandat des Bouteflika par Khaled Bel. Chouf. L'oligarque Tliba compare un 5e mandat pour Bouteflika au 5e pilier de l'islam. Par la rédaction. Algérie Focus. Tliba. Voilà pourquoi j'ai appelé Bouteflika à briguer un 5e mandat. Par la rédaction.
offensive oligarchique pour un 5e mandat. Et avec moi pour en parler, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci à vous trois d'être des nôtres. Brahim Younsi, donc voilà, c'est l'annonce quasiment, est-ce qu'on peut dire officielle, venant d'un Tléba, venant d'un Kouninef, venant de tous ces gens qui commencent à bouger. C'est peut-être une pression. Pression de qui? À l'endroit de qui? De ce que vous avez appelé l'oligarchie. D'accord. Sur Abdelaziz Bouteflika pour se porter éventuellement candidat. D'accord. Moi, je retiens la réaction de la présidence lorsque l'ancien, dont j'ai oublié le nom, l'ancien responsable d'une institution dite des droits de l'homme, l'avocat... Ali Haroun? Non, non, non. 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 Ah, Ksanteni. Merci. Je ne retiens pas les noms de certains. Donc, c'est une saine réaction absolument, tout à fait biologique. Ma mémoire est très sélective. Ouais. Donc, Ksanteni, qui était sorti, soi-disant, d'un entretien, oui. démenti d'ailleurs par la présidence. Et la présidence a dit qu'il n'était pas question, de façon affirmative, que Abdelaziz Bouteflika soit candidat pour un 5e mandat. C'était clairement dit. Non, ils ne l'ont pas démenti. Non, ils ont dit qu'il ne lui a pas dit. Non, non. Ils n'ont pas dit qu'il n'est pas question qu'il se présente. Non, relisez le communiqué. D'accord. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Oui. Si tel est... Relisez le communiqué. Alors, d'après vous, la présidence aurait dit qu'il n'est pas question que Bouteflika se présente à un 5e mandat. D'accord. Selon ma lecture. Oui. Selon ma lecture. Donc, toute cette agitation à 18 mois de l'échéance présidentielle. Mais ce n'est plus 18 mois maintenant. Globalement, 16 mois, si je compte bien par là. Non, c'est en 2019. C'est en 2019, les élections. Oui, nous sommes à peine au début. Nous sommes presque au début de 2019. Ça veut dire que c'est moins de 12 mois. Nous sommes en 2018, demain. Pardon, excusez-moi. Oui, nous sommes en 2018, dans quelques jours en 2018. Je suis en train de partir en vrille. Voilà. Donc c'est 16 mois, globalement. 16 mois, 18 mois. Voilà. Donc toute cette agitation qui se fait sur une candidature éventuelle. Une candidature dont on dit qu'elle n'aurait peut-être pas lieu. Nous ne connaissons pas encore un paramètre qui échappe à tout le monde. Qui échappe à tout le monde. Il y a un paramètre qui a sa pesanteur, à la fois sur la personne et sur la situation politique du pays, c'est-à-dire la santé de Abdelaziz Bouteflika. Nous savons qu'en dépit de ce que nous a dit Jean-Yves Le Drian, que Abdelaziz Bouteflika n'est pas dans une situation physique et mentale et intellectuelle, parce qu'il a dit qu'intellectuellement il était en forme. Malgré cela, je ne crois pas que Abdelaziz Bouteflika soit en situation d'être candidat dans les 14 mois, 15 mois, 16 mois, 18 mois qui viennent. D'autre part, s'il l'était, cela ne pose pas seulement un problème politique, parce que ça posera un problème politique, mais pas seulement. Ça pose d'ores et déjà, à la perspective d'une candidature, un problème juridique énorme. On parle de 5e mandat, alors que la Constitution, révisée en 2008, limite à 2. Oui, où il s'agit d'un 2e mandat, il ne peut pas s'agir d'un 5e, à supposer que Abdelaziz Bouteflika et ses prédécesseurs aient eu le mandat, ou un mandat, du peuple algérien. Où il s'agit d'un 2e mandat, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, où c'est un 2e mandat, selon la révision de la Constitution en 2008, où
un 5e mandat est là. Mais tout le monde en parle. Tout le monde parle du 5e mandat et personne ne semble prendre en considération une quelconque considération de la constitutionnelle. Personne n'en parle. La Constitution, l'article 88 de la Constitution dit clairement que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans et que le président de la République est rééligible une seule fois. Oui, mais cette Constitution avait été réaménagée parce que la Constitution précédente limitait les mandats. Donc on l'a réaménagé le temps de faire passer Bouteflika, puis on l'a réinstallé, cette disposition. Donc qu'est-ce qui empêche de faire de même? Mais si on se base sur les bons constitutionnalistes algériens, je ne vais pas donner de nom, il faut une nouvelle constitution, toute nouvelle. Là, il s'agit d'une révision constitutionnelle. Il fallait faire une nouvelle constitution, une toute autre constitution, pour pouvoir introduire ou réintroduire la limitation de la durée. Vous pensez que ça va les déranger, ça, outre mesure? Non, rien ne les dérange, mais simplement, il est de notre devoir, quant à nous, que nous soyons des juristes ou pas, ce que je ne suis pas, ou des politiques, ce que je ne suis plus, mais quelqu'un qui regarde, qui observe la scène politique et bien sûr les institutions de son pays. Si vous me permettez, là, le problème, c'est pour Abdelaziz Bouteflika. Déjà, nous sommes dans une insécurité juridique. C'est-à-dire que nous sommes en train de porter atteinte aux normes fondamentales de l'Algérie si on ne les respecte pas. Mais c'est un fait patent, récurrent, un truisme que le fait que ce régime ait toujours violé ses propres lois. Oui. Ce n'est pas nouveau. Oui, ça c'est clair, clair. Mais on sent que la norme dans ce pays, et si Abdelaziz Bouteflika se portait candidat encore une fois, c'est l'ensemble de ces normes qui seraient battues en brèche, si j'ose dire. Aujourd'hui, beaucoup, y compris nous... On a dit ça à la veille du 4e mandat. On a dit, si vraiment il se présente un 4e mandat, c'est que vraiment ils auront dépassé toutes les limites. Il a fait ce 4e mandat sans que rien ne se passe. Qu'à Dieu ne plaise. Abdelaziz Bouteflika a 80 ans. Oui, il a 20 ans déjà de... Oui, il a 80 ans. Il est malade. C'est-à-dire qu'en se présentant, il donne un coup fatal aux institutions. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on sait qu'ils sont capables de tout. Oui. On sait, cette oligarchie... Ils sont capables, y compris de se suicider. Y compris d'aller dans une démarche suicidaire. J'allais dire, nous sommes en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Saïd Aknine. Bonsoir Djemeldine, bonsoir M. Nutri, bonsoir à notre invité M. Djilali Sofiane, bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Première observation que j'ai à faire, j'espère simplement que notre débat n'apportera pas de l'eau à un moulin qui est en train de tourner en Algérie, celui d'un référendum. Oui pour un 5e mandat et non pour un 5e mandat, auquel cas nous allons occulter les véritables problématiques qui sont essentielles, à savoir, d'abord, si on parle de constitution, ces coups tordus qui ont été portés aux différentes constitutions. Le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'absence d'institutions. En Algérie, aujourd'hui, il n'y a aucune institution qui fonctionne d'une façon normale. Et le fait que l'on parle aujourd'hui de cette éventualité, c'est une situation anormale. Deuxième remarque, c'est oligarchie, c'est trop dire. Et c'est même un qualificatif à l'encontre de ceux aujourd'hui qui sont en train de s'agiter, parce que plus le jour J approche, plus nous allons assister à une certaine forme de transe et d'agitation des partisans du oui, c'est-à-dire clanique, et des partisans d'un non, mais clanique. Et là, justement, c'est pour, encore une fois, bipolariser le champ politique entre le oui et le non, qui n'ont absolument rien à voir dans la situation où est plongé le pays. Bien que nous savons que toute cette stratégie d'agitation, celui que nous avions cité tout à l'heure, pour moi, ce n'est qu'un scénario concocté à l'algérienne, non pas à la hollywoodienne,
pour accréditer et pour essayer de fomenter le suspense, pour nous dire enfin, pour tenir, comme à un certain moment ils ont tenu sous perfusion de la santé de Bouteflika, le débat politique et le débat public, ils veulent aujourd'hui qu'on tienne le débat public et le débat politique sous perfusion du 5e mandat ou du non-5e mandat, qui en soi, pour les richesses populaires, est un non-événement. Pourquoi un non-événement? Parce que la véritable problématique aujourd'hui ne réside pas dans ce mandat, ni oui ou non, mais dans la construction d'une nouvelle Algérie, dans la construction des institutions qui fonctionnent, dans une alternative démocratique. Maintenant, effectivement, il y a des cercles. Il y a les premiers cercles, il y a les deuxièmes cercles, on sait comment que le système fonctionne. Aujourd'hui, on assiste à des appels, après ceux du président du FLN, qui portent atteinte à l'image réelle, à l'image historique du FLN. Nous sommes à 2 jours de la commémoration du jour du crime fondateur de la guerre de libération nationale. Le crime fondateur, c'est celui d'Aban Ramadan. Et le 27 décembre fut assassiné. Aujourd'hui, on est le 29. On voit le trou béant qui sépare la grande intelligence et la clairvoyance d'Aban Ramadan et les déclarations infamantes, injurieuses, du méli-mélou, insensé en politique de l'actuel président du FLN, disant qu'il n'y a que Dieu, secrétaire général du FLN, qui disait qu'il y a Dieu et le FLN qui savent c'est qui le prochain président de l'Algérie, et ça en soi... Et qui a dit aussi Saïd Bouteflika ne se présentera pas. Exactement. Et là, ça c'est des éléments d'agitation. Nous avons aussi vu des zaouïas. Oui. Le président parce qu'il y a plusieurs organisations, d'une organisation des zaouïas qui a appelé. Et maintenant, en fait, c'est une forme de représentation. Il y a la représentation du religieux par les zaouïas. Il y a la représentation de la mafia, parce que moi, je ne les appelle pas oligarchie. C'est une mafia clanique de l'argent sale et du crime organisé. Et là, on entend certains aujourd'hui qui s'expriment. Et on entend aussi les monoposés de la politique, qui sont là, après avoir échoué dans la construction, y compris d'une idée, ils sont là à faire appel à un 5e mandat ou contre un 5e mandat. Mais qui aujourd'hui dirait que la véritable problématique en Algérie, c'est le coup qui a été porté en 1963 à la Constitution algérienne, et au lieu de faire une constituante, on a fait dans le cinéma mégistique une pièce théâtrale et on est sorti avec une constitution. Et depuis, ce n'est qu'un coup d'État suivi d'un coup d'État, suivi d'un coup d'État et d'un coup d'État. Là, à ce niveau-là, c'est quoi la situation où est l'Algérie? Parce que si aujourd'hui, on veut qu'il y ait la continuité ou la rupture, pour qu'il y ait continuité, il faut qu'il y ait réussite. Il faut qu'il y ait des résultats probants. Et là, vous me permettez juste un certain nombre de résultats par rapport au bilan pas simplement de Bouteflika, du système. Parce que Bouteflika n'est que la phase visible du commandement militaire, de la présidence et des cercles de la mafia. Aujourd'hui, l'Algérie est classée 122e en matière de liberté de la presse. Aujourd'hui, l'Algérie est classée 133e place en démocratie sur un total de 67 pays. Aujourd'hui, l'Algérie excelle. Comment vous les répétez, s'il vous plaît? L'Algérie est classée 122e en matière de liberté de la presse sur une échelle de 157 pays. L'Algérie est classée 133e place en démocratie sur un total de 167 pays. 167. La Jordanie, la Mauritanie, l'Égypte, le Maroc devancent l'Algérie. L'Algérie excelle dans la construction des prisons. Ils ont réceptionné 13 nouvelles prisons avec 19 000 places nouvelles. L'Algérie se classe à la 125e place, soit la dernière en matière d'innovation. L'Algérie est classée à la 57e place des pays où il fait bon vivre sur 192 pays. L'Algérie est classée 79e sur 110 pays sur l'indice mondial du bien-être. L'Algérie est classée 86e sur 100 dans le classement sur la compétitivité mondiale. L'Algérie est classée au
148e rang mondial dans la création d'entreprises, d'emplois et de richesses sur une échelle de 187 pays. L'Algérie n'a progressé depuis 2010, n'a accompli de progrès en matière de développement tout au long des 10 dernières années. L'Algérie s'est distinguée par un taux de chômage élevé, 30% chez les jeunes. L'Algérie a la 4116e place sur 6000 en matière de qualité de l'enseignement universitaire, 60e sur 100. L'Algérie classée dernière aux Olympiades internationales de mathématiques. Moins de 10% d'enfants en Algérie, 10% des enfants d'Algérie de moins de 15 ans ne vont pas à l'école. 10% de nos enfants de moins de 15 ans ne vont pas à l'école et 200 000 sont renvoyés avant l'âge de 16 ans. L'Algérie dans le top 10 des acheteurs d'armes. L'Institut international de recherche pour la paix, organisme basé à Stockholm, cite également l'Algérie comme le premier. Et je vais vous arrêter là, mais vous pouvez continuer après quand vous reprendrez la parole. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Alors, Sofiane Gilali, donc cette offensive d'oligarques et d'autres qui sont en train de se mobiliser, les Zaouiettes, etc., pour un 5e mandat pour Bouteflika. Oui, bonsoir, bonsoir à vous, à vos invités et aux téléspectateurs. Je pense qu'on rentre dans une phase, la phase ultime avant d'aller vers le sacre d'un nouveau président de la République ou de l'ancien, si c'était le cas. Cette phase-là est extrêmement sensible. Je pense que c'est le moment où chacun va poser ses atouts, chacun va négocier sa situation d'ici 2019. Mais en gros, je pense qu'il va y avoir au moins 5 éléments qui vont déterminer l'issue de ce qui se passe. Tout d'abord, il y a la dimension juridique. Sur le plateau, ça a été abordé. C'est juste pour confirmer. D'abord que la Constitution qui a été amendée en 2016, elle a été en 2008 pour supprimer la limitation de mandat, mais en 2016, elle a été secondairement amendée pour remettre l'article qui limite les mandats. C'est une constitution, c'est la constitution de 1996. Elle n'a pas été adoptée par référendum et de ce fait, elle ne peut pas être considérée comme une nouvelle constitution. Bien que les amendements de 2008 et de 2016 aient très largement passé outre la limite qu'avait imposée la Constitution elle-même, puisque les amendements par voie parlementaire ne pouvaient en aucun cas toucher les équilibres politiques et les équilibres de pouvoir, ce que n'a bien entendu pas respecté M. Bouteflika, puisqu'en 2008, il s'est octroyé la présidence à vie, et en 2016, il a introduit beaucoup d'éléments nouveaux dans cette Constitution sans passer par référendum. Donc, dans les deux cas, il y avait violation de la Constitution, mais n'empêche que cette Constitution de 1996 parle aujourd'hui d'un 2e mandat au maximum. Or, tout le monde veut faire passer un 5e mandat. 5e ne veut pas dire 2e, et juridiquement parlant, ça serait un viol de la Constitution. Bien entendu, je ne fais aucune illusion. Est-ce que Sofiane Gilali, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que juridiquement, on ne pourrait pas interpréter cette nouvelle constitution de 2016, pour ce qui est de M. Bouteflika, comme étant un 2e mandat, puisque nous comptons à partir de la promulgation de la dernière constitution. Est-ce que... La Constitution de 2016 n'est qu'un amendement. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas de changement de Constitution. D'accord. Donc, Mme Fatiha Ben Abou, constitutionnaliste, on a parlé longuement sur la presse algérienne et on est absolument sur la même longueur d'onde. C'est la Constitution de 1996 qui a été amendée en 2002, en 2008 et en 2016. Donc, il faut revenir à cette Constitution. Ce n'est pas une nouvelle. Deuxième problème juridique gravissime, lui aussi, où il y a eu une violation en 2014 cette fois-ci, c'est le dossier médical des candidats à la présidence. Et M. Bouteflika n'était pas apte médicalement à être candidat. Il ne l'est toujours pas, d'où notre appel à l'application de l'article 102 de la Constitution pour le destituer.
Et en 2019, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui de faire croire que d'un seul coup, il est en bonne santé. Donc ça, c'est le premier élément juridique. À l'évidence, ils seront obligés de violer complètement les textes de base du pays pour imposer un 5e mandat. Deuxième élément important, c'est la dimension internationale. On ne va pas aller très loin. On revient juste à la vitesse, à la dernière visite de M. Macron. M. Macron, président de la République française, n'a pas voulu parler de la santé du président pour ne pas avoir à mentir. M. Macron envisage un leadership européen, un rôle important au niveau international. Il a une image à garder, il est jeune et il n'a surtout pas envie de se salir son image en devenant un menteur comme d'autres l'ont fait avant lui. De ce fait, ce n'est qu'après le retour de son voyage de Qatar que le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, a été chargé de dire quelques mots pour nous faire croire que M. Bouteflika a encore son esprit, mais il a été obligé d'avouer que sur le plan physique, il avait plutôt le physique de quelqu'un de son âge. Diplomatiquement, il voulait dire qu'il était bien fatigué, M. Bouteflika. Donc voilà. Soufiane Djilali. Juste un mot. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. La France a déjà récupéré ce qu'elle pouvait récupérer du régime de M. Bouteflika. Vu la situation économique, la France n'a plus rien à gagner de significatif. Et donc, pourquoi s'encombrer d'une personne dans cet état-là? Ce sont les deux premiers éléments. Le troisième, important, si vous voulez que j'aille très vite, je dis juste Non, allez-y. J'essaie de répartir le temps de façon équitable. Je vous en prie. Le régime en lui-même est en situation compliquée. Il y a à l'évidence des tensions à l'intérieur. Il y a eu l'épisode Tebboune qui n'est pas passé gratuitement, mais même actuellement, le gouvernement Ouyahia est en situation un peu difficile. Donc, il y a des complications à l'intérieur du régime parce qu'ils ont conscience que les choses sont très compliquées sur le plan économique et financier, sur le plan géostratégique, et ils mettent en danger maintenant non seulement le régime lui-même, mais l'État en entier. Quatrième élément important, c'est la situation du peuple aujourd'hui. Les Algériens sont fatigués de cette situation. La loi de finances va être extrêmement difficile. Il y a un mouvement à l'intérieur de la société civile. Tout cela est un facteur à considérer et à ne pas passer comme ça, comme si de rien n'était. Enfin, dernier élément dans cette série, c'est l'état de santé lui-même de M. Bouteflika. M. Bouteflika est un homme dont la santé est totalement dégradée. Il ne peut plus parler, il ne peut plus paraître. Est-ce qu'il va tenir jusqu'en 2019? Donc, c'est beaucoup trop aléatoire. Tout cela pour dire en quelques mots que ni la situation économique, ni l'étranger, ni la situation géopolitique, ni la maîtrise de la situation ne jouent en faveur d'un 5e mandat. Alors, ceux qui veulent maintenant le 5e mandat, soit ils proposent le suicide collectif, l'assassinat de l'Algérie, passer en force à un prix exorbitant, ou alors ils essayent de négocier en réalité. Vous nous donnez toutes les garanties, on désigne le successeur, on veut garder notre argent, quelle que soit la façon de l'avoir obtenu, ou alors on va imposer le 5e mandat. Donc je pense que c'est en termes de rapport de force aujourd'hui que la situation est en train d'évoluer. Restez avec nous, Soufiane Djilali, Brahim Younsi, au sujet de l'état de santé de Bouteflika et de l'article 102 dont vient de parler Soufiane Djilali. Je veux vous rappeler quelque chose qui s'est passé, que tous les Algériens ont vu. On a vu Bouteflika voter un jour et au moment de voter, il était entré dans, comment on appelle, la cabine d'isolation, comment on appelle ? Oui, l'isoloir. On l'a vu rentrer dans l'isoloir accompagné de celui qui poussait le fauteuil roulant. D'abord, ensuite, pour aller voter, l'urne avait été aménagée trop haut pour lui et donc il n'arrivait pas à la mettre dans l'urne. Et il s'est fait aider par son petit-neveu qui lui a pris l'enveloppe de la main et qui l'a mis dans l'urne. Or, dans l'un,
et l'autre cas, il y a une disposition constitutionnelle qui dispose que nul ne peut se faire accompagner dans l'isoloir, sauf dans un seul cas, en cas d'impossibilité physique de pouvoir le faire. Et nul ne peut mettre une enveloppe dans l'urne, nul ne peut se faire aider par quelqu'un d'autre, sauf dans le cas où il y a impossibilité physique de le faire. Or, en le faisant aussi publiquement, M. Bouteflika a donc déclaré, quasi publiquement, quasi officiellement, qu'il était malade. Et donc, normalement, l'article 102 s'applique. Non pas pour le destituer, non pas pour l'empêcher, mais pour le faire examiner, pour démontrer qu'il n'est atteint que sur un côté physique seulement. Mais ça devient nécessaire, puisque ça a été vu par tous les Algériens. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Même sur le côté physique, il y a des règles. Oui, oui, la Constitution le prévoit. Oui, il y a des règles. Le problème est que, en 2014, qui a-t-il vu? Quel est le médecin qui lui a délivré un certificat d'aptitude? Le nom du médecin n'a pas été rendu public. Bon. Secret d'État. Ça ne peut pas être un secret d'État. C'est le cas pourtant. Ça ne peut pas être un secret d'État. Et ça devait être un médecin assermenté et un médecin assermenté figurant sur une liste de médecins assermentés. On dit que c'est un médecin de l'armée. Bon. Un médecin, un colonel. Peu importe. On le dit, on ne sait pas. Peu importe. Ouais. Est-ce que ce médecin de l'armée ou pas figure sur la liste des médecins assermentés que délivre le Conseil constitutionnel? D'autant plus que lors de la remise du dossier de candidature, le certificat médical est normalement public, c'est-à-dire accessible à tout le monde. J'ai maintenant l'habitude. Je vais vous raconter une histoire. En 1999, un candidat que j'ai soutenu était allé voir un médecin qui ne figurait pas sur la liste des médecins assermentés qui exige le Conseil constitutionnel. Il est allé voir quelqu'un d'autre, pour les raisons qui le concernaient. On lui a refusé le certificat médical. Il fallait qu'il aille voir un médecin assermenté figurant sur la liste. Bon. Le dossier de candidature, et particulièrement le certificat médical, n'est pas un secret. Nous savons, et le monde sait, que Abdelaziz Bouteflika est malade. Que le médecin qui lui a délivré ce certificat d'aptitude pour pouvoir se porter candidat doit être connu par les Algériens pour nous dire ce qu'il a précisément. Parce qu'il est le chef de l'État, le peuple algérien a le droit de savoir, ce que le chef de l'État... Ça reste sur le plan de la théorie. Oui, mais précisément. Mais si vous me permettez, parce qu'on a parlé plusieurs fois de Abban. J'aimerais qu'on ne fasse pas un sujet parallèle qui pourrait nous éloigner. Ce n'est pas un sujet parallèle, pas du tout. Pas du tout. Je veux tout simplement rendre hommage à son neveu, le professeur Belaïd Abban, qui, il y a quelques jours, a été invité par Maghreb Émergent pour parler de son dernier ouvrage. Oui. Un ouvrage qui a eu un retentissement national absolument considérable. Absolument. Et d'autre part, lui-même l'a dit, cet ouvrage-là clôt l'affaire Abban. Oui. Il l'a dit. Cet ouvrage clôt pour lui, pour sa famille, clôt l'affaire Abban. Parce qu'il pense avoir tout dit. Et il dit, j'ai tout dit, on sait qui a tué Abban. On sait. Oui. C'est lui qui le dit. Il a donné les noms. Il sait qui a tué Abban. Et, je ne sais pas, il a parlé de concession. Mais il dit, mais nous ne parlons plus d'assassinat de Abban. La famille dit, nous ne parlons plus. Pour créer des conditions de cohésion, la famille ne parle plus d'assassinat, parle de la mort de Abban. Et je trouve cela, de la part du neveu de Abban et de la famille Abban, extrêmement sage et méritoire, pour que d'autres n'utilisent pas la mort de Abban. Voilà ce que je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, je ne le dis pas simplement pour vous. Oui. Simplement pour moi,
Non, non. que j'utilise. Non, non, non. Peut-être le mot simplement n'est pas adapté. Voilà. Oui. Vous me posiez une question, laquelle? Au sujet de l'article 102 de la santé de Bouteflika, ça veut dire que tout est en train de plaider en faveur de l'abandon de cette possibilité de présenter Bouteflika pour le 5e mandat. Ça devient de plus en plus aléatoire, ça devient de plus en plus absurde. Et pourtant, tous ces gens qui s'acharnent à vouloir le présenter coûte que coûte, et un Tléba, par exemple, qui affirme, toute honte bue, de façon publique, outrancière, mais alors vraiment tonitruante, que la plupart du peuple algérien, et surtout les jeunes, a-t-il dit, souhaitent de tout cœur que M. Bouteflika se représente. Ne m'infligez pas, je ne sais pas comment dire, pour commenter les propos que peut tenir un tel personnage. Ils sont importants parce que Tléba compte pour être l'un des plus proches de la fratrie Bouteflika, donc d'un membre important du premier cercle. Ça veut dire, il s'exprime, le premier cercle est en train de s'exprimer à travers un Tléba, à travers un Kouninef, à travers un Ould Abbas, à travers les Zaouïas, à travers un Chakib Khalil, j'allais dire, et tout. C'est comme ça. Oui, bon, mais moi, les propos que peuvent tenir ces personnes, j'évite de les commenter. Qu'à son thermomètre qu'on fait tomber la fièvre. Non, moi, je comprends bien votre gêne de vous abaisser à de tels niveaux. Mais ce n'est pas casser le thermomètre. Oui. Je crois que c'est des épouvantails. Ils sont en train, si candidature il y avait, si l'intention du cercle le plus rapproché de Abdelaziz Bouteflika, et pas seulement ce cercle-là, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'armée. Est-ce que l'armée a décidé de porter encore Abdelaziz Bouteflika? C'est là le cœur de la question, voilà. Parce que si l'armée était décidée à le reconduire, il n'aurait pas recours à de tels personnages. Mais je veux dire, imaginez bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas consensus. On ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je crois que tous ces individus, ces personnages, sont en train plutôt de discréditer une candidature éventuelle. Oui. Sont en train vraiment de la discréditer. Si cela pourrait être fait exprès je ne sais pas. Mais en tout cas, que ça soit fait exprès ou pas, c'est porter vraiment un discrédit sur la candidature. C'est vrai, on aurait voulu discréditer le personnage et cette candidature qu'on n'aurait pas mieux fait que de lâcher un Tléba à Ould Abbas. Par exemple. Saïd Akedine. Alors, pourquoi cette brusque rappel des troupes? Et quelles troupes? Ould Abbas, Tléba, les Kouninef, les Zaouïas, certains organes de presse, pour agiter comme ça, j'allais dire l'épouvantail d'un 4e mandat. Et Brahim Youssi vient de suggérer la possibilité qu'on les ait agités, peut-être pour discréditer cette campagne qui est de toutes les façons très aléatoire, comme a dit Soufiane Jouilali. Vous savez, étant partisan de l'éthique en politique, je m'appuie toujours sur les 4 devoirs. Le devoir de vérité, le devoir de lucidité, le devoir de justice et le devoir de rendre des comptes. C'est ce qui motive mon action de tous les jours. Quant à cet appel des troupes, je ne suis pas de l'intérieur, ni les anciens de la Securitas algérienne, ni ceux de la France, c'est-à-dire ni Toufir, ni Yves Bonnet, ne me donnent des informations pour que je puisse savoir ce qui pourrait éventuellement se passer à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous essayons simplement de faire des analyses. Et ces analyses ne peuvent pas être une certitude, c'est des hypothèses. Effectivement, il y a cette hypothèse que moi je n'accrédite pas, savoir faire pression pour discréditer. Il y a aussi d'autres hypothèses qui, quand on voit
ceux qui disent qu'on va lever des fonds à 30 milliards de centimes, on se dit qu'il y a un glissement. C'est-à-dire le glissement aujourd'hui, et c'est surtout depuis 2005-2006, il y a le glissement du pouvoir des mains de l'ancienne police politique vers sa collision avec la mafia du crime et de l'argent sale. Et cet argent sale, aujourd'hui, s'exprime en disant que ce que la crise ne permet pas en matière d'achat de la paix sociale, nous avons accumulé assez d'argent pour qu'on puisse acheter des voies qui vont soutenir. Et puis, à l'intérieur, comme dans tous les régimes à travers le monde, c'est des négociations. Il est fort probable qu'ils négocient, qu'il y a certains parmi eux qui vont négocier d'autres plateformes de pétrole, c'est-à-dire faire les travaux dans d'autres plateformes. D'autres vont négocier à notre secteur. Parce que ces mafias, elles fonctionnent ainsi. On soutient, mais qu'est-ce qu'on obtient? C'est du donnant-donnant. Mais dans toute cette situation, qui parle du peuple et des richesses populaires? Certainement pas ces mafieux qui sont en train de soutenir, ou d'autres qui sont en train de ne pas soutenir, c'est-à-dire qui agissent par clan interposé. Revivre le REMAC de 2013 où il a été soutenu par une puissance étrangère, je pense qu'aujourd'hui, après les articles du Figaro, est insoutenable, du moins sur le plan international. Et dans toutes les chancelleries, tout le monde sait aujourd'hui que le soutenir d'une façon directe est une hérésie politique. Parce que il y a que tout le monde peut voir que il est incapable, il est infirme. Il doit y aller dans une maison de retraite et soigner. Voici la problématique. Et en dehors de ça, 5 millions de retraités qui vivent dans la précarité. 30% de jeunes Algériens sont en chômage. 3 millions de déficit en parc de logement. Combien de suicides? Combien 10 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'Algérie est classée à la 134e place sur le classement des banques dans le monde, sur 150. L'Algérie est classée 104e au classement du développement humain, sur 182. Mais c'est le premier qui achète les armes. Oui. Et les armes, elles coûtent à l'Algérie... L'un des 10, vous avez dit tout à l'heure, le top 10. Le top 10. Et ces armes, elles coûtent à l'Algérie 10 milliards de dollars par année. Et dans ces 10 milliards, il y a 1 milliard de rétrocommissions. C'est pour cela qu'il y a, je dis, il y a un partage. Ce partage, le milliard des rétrocommissions, c'est qui le touche? C'est le commandement militaire. C'est les 60 ou les 70. Et rétrocommissions. Qui sont dans le commandement militaire. Et là, la problématique, justement, jusqu'à quand on va continuer avec un régime despotique, un système oppresseur, et continuer à dire, voici, si demain, Boutef ne se présente pas aux élections, vous pensez que c'est la solution? Et qu'il nous impose ou Yahya, ou Chakib Khalil, ou le président de je ne sais pas quel Zawiya, ou Taliba. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution? Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'y aller vers un changement radical et d'y aller vers l'élection d'une assemblée constituante. Mais avant, il faut une situation où, justement, il y aura assainissement de toute la vie politique algérienne. Mais en réaffirmant la position, en résorbant tout ce qui est susceptible de créer le conflit. Par quoi aujourd'hui? La citoyenneté transcendante et l'humanisme agissant. Voici les éléments qui puissent aujourd'hui résorber tous les éléments que le système a utilisés pour créer la division, pour créer la haine, pour créer la discorde dans la société, parce qu'aujourd'hui, il faut une union, pas l'unité, une union autour de la construction de la nouvelle Algérie et la jeunesse et le rêve, l'espoir de l'Algérie nouvelle. Sofiane Gilali, vous avez dit tout à l'heure que
rien ne plaide en fait en faveur de ce problématique 5e mandat, à moins, avez-vous dit, qu'il ne veuille passer en force. Passer en force par rapport à qui? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a non seulement un refus de la population maintenant, même si le peuple est en général plutôt passif face à ce qui se passe, ça ne signifie pas qu'il soit d'accord, mais il y a aussi des résistances à l'intérieur du régime. Je pense sincèrement que le départ de M. Bouteflika signifie le départ en grande partie du régime lui-même, parce que depuis 20 ans pratiquement, il l'a incarné avec les hommes, avec ses méthodes de pouvoir, avec la corruption qui s'est étendue de façon tentaculaire. Donc le départ de M. Bouteflika, c'est le départ de tout son entourage, forcément, et c'est un changement beaucoup plus profond. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait de changement. Ils veulent garder M. Bouteflika en l'état plutôt que d'accepter qu'il y ait un président. Mais son entourage, Sofiane Djilali, si tant est que nous devons en tenir compte, cet entourage-là est faramineux, il est énormissime. Ce sont quasiment des centaines de milliardaires, d'oligarques, des milliers de clientèles. M. Bouteflika et sa fratrie ont réussi à constituer autour d'eux un formidable vivier d'alliés naturels, hein, j'allais dire. C'est ce qui explique qu'il ait pu faire un 4e mandat dans la situation et les conditions déjà évoquées. C'est ce qui explique aussi une possibilité qu'il passe en force, c'est-à-dire qu'il mette en balance les intérêts d'un groupe où on a vu par exemple les représentants de ce groupe avec l'accord donné par le gouvernement à 5 soi-disant constructeurs automobiles où on retrouve toujours les mêmes copains et les mêmes coquins avec qui on fait les bonnes affaires. On les retrouve partout. Ils font la construction automobile, ils ont les grands chantiers de l'autoroute, ils ont les grands chantiers des barrages, ils vont avoir un pied dans l'énergie et le pétrole, et ils prennent le foncier, les terres agricoles. Ce sont toujours les mêmes. Mais une question, M. Djilali, excusez-moi de vous avoir interrompu, parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes. J'essaye de répartir entre vous trois. Donc, merci de me répondre assez brièvement. Pourquoi ne désigne-t-il pas quelqu'un d'autre, tout simplement, qui puisse les servir de la même manière? Parce qu'il n'y a aucun homme qui arrive à faire un minimum de consensus avec les différents clans qu'il y a. Certains clans vont se sentir exclus du jeu. M. Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait depuis 1999? Il a désertifié la classe politique. Il a laissé des prédateurs autour de lui, mais il s'est gardé de les mettre tous dans le même sac. Il fallait qu'ils jouent les uns contre les autres. Il les a divisés pour mieux régner. Il ne fait confiance à personne. Or, aujourd'hui, il est dans le propre piège qu'il avait monté pour les autres. C'est-à-dire qu'autour de lui, il ne peut pas y avoir de consensus. D'où la perte de contrôle au cas où il part. Merci, pour le moment, Sofiane. il y a certains gens qui agissent en son nom. Mais juste un dernier mot, pour discréditer un homme, donc s'il y a une campagne pour le discréditer, il aurait fallu qu'il ait du crédit. Or, il n'en a plus un seul centime face à la nation algérienne. Merci, Sofiane Djilali. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, le crédit, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus un seul centime. Justement, pour mener à bien ces politiques, ces ambitions démesurées de faire passer une personne aussi malade, qui est complètement absente, il faut de l'argent. Or, l'argent, ils n'en ont plus. Comment ils vont faire? Il y a quelqu'un, et c'est vous qui l'avez dit, qui propose 30 milliards. Mais c'est rien, ça. Oui, c'est pas grand-chose. Parce qu'il faut anesthésier les populations, il ne faut pas seulement faire de la campagne. Mais il y en a d'autres. Mais moi, je n'ai jamais parlé de campagne de discrédit. Oui. Je dis, on ne ferait pas mieux pour discréditer que de faire avancer cette infanterie, cette cavalerie. Oui. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, oui. J'ai dit, moi, quand je vois ça, je n'ai pas envie de voter pour Abdelaziz Bouteflika. Oui, oui, oui. Tout simplement. Non, voilà mais... ce que je dis. Mais au-delà de tout ça, il y a des vérités qui ont été dites. Mais au-delà de tout ça, on revient à la norme. C'est ça qui est très inquiétant. C'est-à-dire, demain, Bouteflika n'est plus président de la République. Celui qui lui succédera est
bien entendu imposée par l'armée. Il y a d'autres candidats. S'il n'y a pas de véritable révolution, pour revenir à ce que tu disais, s'il n'y a pas une vraie révolution, nous n'y arriverons pas. Je parle plutôt de métamorphose. Oui, mais c'est une révolution. Bon, c'est une révolution. La métamorphose est une forme de révolution. S'il n'y a pas véritablement une révolution populaire, l'armée continuera à désigner ses présidents. C'est-à-dire que celui qui succédera à Bouteflika fera du Bouteflika. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité, en ce moment du moins, à moins d'une révolution, qu'un président ne soit vraiment élu par le peuple? Non. À mon humble avis, non. Parce que l'armée continue. Beaucoup de choses ont été citées tout à l'heure, ne serait-ce que sur la question géopolitique. L'armée va désigner le Mais prochain jusque-là, chef de l'armée, jusqu'à ces 15 dernières années, l'armée, effectivement, désignée en se servant de la force, de sa possibilité, de sa dissuasion, de la dissuasion qu'elle représente. Mais après, depuis 15 années et plus, l'armée et ceux qui sont autour d'elle ont utilisé l'argent pour anesthésier les masses, comme on dit, pour endormir les gens, pour que tout le monde trouve son compte. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Raison de plus que pour que l'armée intervienne revienne sous sa véritable force. Bon, évidemment. Bon, l'argent, on peut le trouver. L'argent, peut le trouver. Vous pensez qu'on peut trouver 70 milliards par an comme ça? La planche à billets fonctionne. On a supprimé un certain nombre de choses. Bon, on ne va pas revenir sur les questions économiques parce qu'il y a des choses extrêmement importantes. Parce qu'on parle de l'économie algérienne alors qu'il n'y a pas d'économie. On parle de production algérienne alors qu'il n'y a pas de production algérienne. On parle d'institutions algériennes alors qu'il n'y a pas d'institutions, etc. On sait que la production dans nos pays, ce n'est pas des productions nationales, c'est des productions internationales. Le capital international, nous attendons les IDE pour que nous puissions, etc. Bon, au point où on nous a inventé encore une fois un mot, c'est celui de la résilience économique. Cela veut dire que nous sommes traumatisés parce que le pétrole se raréfie, parce que les chocs successifs pétroliers, etc. On nous a inventé un mot qu'on vient nous aider pour être résilient, pour faire une économie qui est résiliente. Mais le plus important pour moi, c'est effectivement elle est d'ordre juridique. Elle est d'ordre juridique. Même si ce système ne respecte pas, nous le savons, mais pour l'avenir, n'importe qui va marcher sur les textes constitutionnels, même quand ils sont issus du référendum, même quand le peuple algérien les a adoptés. Saïd Aknin, très brièvement, nous avons débordé. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. On nous reproche souvent dans cette émission de critiquer, de me désigner du doigt, de disséquer, mais on nous dit qu'on ne propose jamais de solution, que nos invités ne viennent jamais nous dire ce que nous devrions faire pour en sortir. Si vous nous disiez un peu... C'est Jamel. Avant d'arriver à un médicament, le médecin, la première chose qu'il fait, c'est un diagnostic. Oui. Il est vrai qu'il nous arrive parfois, et c'est ce que j'ai fait au début de l'émission, de dire qu'on ne peut pas soutenir sur la base d'un bilan, tout en donnant un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas de ma propre fabrication. Maintenant, les solutions. La première des solutions, c'est qu'il faut qu'on réapprenne à se parler, à s'écouter, à se faire confiance. Et ça, libérer la parole. Ça, c'est très important dans un système qui a verrouillé le champ politique, le champ médiatique, et qui a créé, avec les deux méthodes qu'il a utilisées, la segmentation et la disjonction, la segmentation, il a segmenté toute la société. La disjonction, il a fait en sorte à ce que tous les segments ne se lient pas. Maintenant, il y a lieu, pour arriver à la jonction des intelligences, des synergies, des visions, il faut passer par ce stade où on doit libérer la parole. Le deuxième élément, c'est réapprendre à s'organiser et à se faire confiance. Là, effectivement, je ne suis pas partisan de l'élitisme qui voit le peuple comme je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, l'élite, c'est le peuple et il n'y a d'élite que celui qui lutte. On a vu ce que peuvent donner certaines luttes, même si c'est des leurs. Le peuple algérien, aujourd'hui, il a cet impératif de réapprendre tous ensemble à lutter. Le troisième élément, c'est d'espérer et d'aimer son pays.
le pays nous appartient à tous, tout comme la mémoire de certains, elle appartient au peuple algérien, pas simplement bien qu'on respecte la vie des familles. Merci Saïd Aknin, merci Ibrahim Younsi, merci Soufiane Djilali, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawal khair, salama.